plus, ils sont marrants, les élèves, parce que tu sais, des fois, je vais taper des trucs, des exercices, et puis ils vont dire, ah, celui qui a fait le livre, il s'est trompé. Et ils savent pas que c'est moi. Et des fois, on va prendre un bouquin, il y a une coquille. Maîtresse, tu t'es trompée en écrivant ça. Non, mais j'ai pas écrit le livre, c'est pas. Je me posais la question par rapport justement au début dans le métier, parce que finalement, là, aujourd'hui, tu as plus de 20 ans d'expérience et donc du coup, tu peux t'autoriser une certaine audace, en fait, une certaine confiance en toi qui te permet de tester, de faire de ta classe un laboratoire sans trop avoir peur de l'institution. Mais dans un premier temps, tu te formes et les premières années d'enseignement, comment tu as pu vivre en fait ces quelques années et combien de temps ça a duré, où tu as l'impression que t'es pas légitime encore. Est-ce que tu as senti cette illégitimité? Combien de temps elle a duré et quelle place elle a prise dans ton enseignement? Alors, je l'ai ressenti surtout quand on venait, que les hautes autorités venaient me parler de mon travail, en fait. Moi, en classe, peu, comme je t'ai dit. Par contre, c'était pas conscient. Mais j'ai toujours été comme ça. J'ai commencé à enseigner dans l'enseignement prioritaire à Paris. Et en fait, j'avais un manuel de français. J'avais des CM2. Et je me rappelle, ça devait être le deuxième jour. Et moi, j'avais juste eu ma formation. Enfin, alors, j'ai eu une chance assez folle. C'est-à-dire que j'ai fait une année de formation à l'IUFM après le concours normal. Bon, bilan, on t'apprend des choses, mais c'est pas non plus transcendant. Et après mon premier poste, normal, alors ça a un peu changé maintenant, mais moi quand j'ai commencé, on avait ce qu'on appelle un poste protégé, donc un poste un peu particulier. J'étais décharge de maître d'application. Ça veut dire qu'en fait, je complétais des maîtres qui étaient en train de former les futurs profs. Et ces maîtres, ils avaient leur classe à 2 tiers-temps, et un tiers-temps, ils avaient une décharge qui venait prendre la classe. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'étais dans une école où j'étais à tiers-temps en CP, à tiers-temps en CE1, et à tiers-temps en CM1, CM2. Donc déjà, en un an, j'avais fait quasiment tous les niveaux. Donc déjà, c'est très formateur. Et en plus, j'avais une maître formatrice donc qui n'était pas ma maître formatrice à moi, en fait, puisque moi, j'avais déjà passé ce stade-là, en CE1, qui était une enseignante absolument génialissime et qui m'a vraiment... j'ai eu l'impression de me former cette année-là, en fait, surtout sur cette ouverture, sur le jeu, sur le fait de faire des concours en classe. Donc, c'est le modèle, en fait, que j'ai vu en classe que j'ai eu quand même. Donc je suis partie avec un bagage, mais par la chance d'avoir vécu cette rencontre qui était assez incroyable. Et je suis arrivée dans l'enseignement prioritaire. Là, bon, bah, tu pars avec tout ça. En même temps, la nana, elle a une expérience de dingue, donc tu te sens pas, c'est compliqué de tout mettre en place. Et puis là, le deuxième jour, il y a un manuel de français, je le prends et je dis bon, j'avais toujours cette idée de tester les choses. Comme ça a toujours été. J'ai jamais pris les choses comme argent comptant et tout ça. Je donne un exercice et je me dis je vais prendre un exercice facile pour voir où ils en sont et tout. Je fais un exercice sur les verbes deuxième groupe, troisième groupe en IR, où on te dit que si tu arrives à dire nous et il y a ils sont, c'est du deuxième groupe et sinon non. Bon. Et donc il y a des infinitifs. Il faut les classer. Donc vraiment, ça fait partie des choses un peu simples en CM2. Et en fait, grosse cata en classe parce que en fait les élèves ils ont pas de vocabulaire, donc ils savent pas si on dit nous fleurons ou nous fleurissons. Ils savent pas. Donc en fait, du coup la règle est complètement invalidée parce que si tu sais pas ce que veut dire le mot, tu peux le conjuguer n'importe comment. Et donc j'ai fermé le manuel. Et en fait, j'ai jamais rouvert. Jamais. Et j'en ai jamais rouvert. Voilà. Je prends quelques petites choses de méthode qui me plaisent, mais sans manuel à donner aux élèves. Et donc tu vois, j'ai toujours fait ça en fait. Je n'ai jamais eu de manuel. Donc je suis très peu rentrée dans les clous dès le début. Après, je testais beaucoup les choses. Et comme forcément je conçois mes exercices, je ne peux que m'adapter à mes élèves. Parce que si l'exercice n'est pas réussi, c'est de ma faute. Alors que sinon, c'est la faute du manuel. Et du coup, c'est facile de reprocher à quelqu'un qui a fait le travail si toi, tu sais pas l'adapter. Et tu vois, autre exemple, je donne un exercice à un problème en maths avec des histoires d'avions, de correspondance, de gens qui montent dans l'avion, qui descendent, etc. Une cata. Et en fait, je me dis, putain, c'est dingue, l'exercice n'était pas dur, les nombres étaient pas durs et tout. Et en fait, je redonne le même à mes élèves du 19e avec les stations de métro de la ligne 7 qui passent dans le quartier. L'exercice est réussi. Voilà. Sauf qu'en fait, si je prends un manuel
Je vais pas avoir la ligne 7 du métro, je vais avoir l'avion, en fait. Et du coup, à chaque fois que je faisais des choses comme ça me confortait dans l'idée que comment, alors je vais dire un truc, je trouve que c'est pas toujours sympa pour les gens qui écrivent des manuels, mais comment un manuel peut convenir à 23 élèves différents? Déjà, c'est impossible. C'est impossible. On voit bien que si toi et moi on partage une lecture, déjà on n'aura pas le même regard sur cette lecture. Mais on est dans de la lecture. Donc forcément, tu te l'appropries à ton imaginaire. Là, on est sur des exercices. Et non seulement ce manuel avec ces exercices-là, il doit correspondre aux 25 élèves de ta classe, mais aux milliers d'élèves qui sont en France. Je vois pas comment c'est possible. Moi, je passe mon temps à réajuster mes exercices pour mes élèves. Comment un truc déjà tout prêt pourrait aller? Donc en fait, déjà, pour moi, le manuel, c'est un peu une ineptie. Sauf qu'en fait, on devrait apprendre à créer tes exercices. Et je comprends que des collègues qui débutent n'aient pas envie enfin, se sentent désarmés pour créer ça. Et je te parle d'un temps, en plus, où il n'y avait pas d'ordinateur, hein. Donc, quand on créait des exercices, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire, je me suis toujours adaptée aux élèves que j'avais en face de moi. Donc moi, faire un emploi du temps, c'est pas possible. Donc parce que je peux pas savoir si le vendredi je vais avoir envie de faire des sciences. Tu vois, tous les vendredis de 2 heures à 3 heures. Pour moi, c'est un truc, c'est complètement antinomique avec ma vie. Et là, on parle d'enfants. Donc en fait, ça par exemple, je le faisais pas bien. Et c'est des documents qui sont obligatoires. Donc ça, j'ai appris à le faire, à me forcer à faire quelque chose d'académique que je ne respectais pas forcément, mais je le faisais parce qu'on me le demandait. Donc, et ça, c'était aussi ce qui me valait aussi un petit peu des cassages en entretien. Faire une programmation, c'est-à-dire que je suis censée dire ce que je vais faire en grammaire au mois de mai, déjà. Tu vois, je veux dire, c'est un truc, pour moi, c'est complètement dingue. Je sais déjà pas ce que je vais faire, enfin si, je sais ce que je vais faire la semaine prochaine, mais pas la semaine d'après. Donc, mais j'ai appris à le faire. Voilà. Je me dis, bon, on vit dans une espèce d'hypocrisie où il faut faire ce papier-là, tout le monde est content, you, et puis ça sert à rien. Mais le problème, c'est que c'est quand même ce qu'on enseigne aux jeunes professeurs, en fait. Et du coup, tu as des gens qui te disent, ah oui, mais jamais j'arriverai à finir le programme. Bah attends, de toute façon, attends, tranquille. Moi, par exemple, je vais très lentement en début d'année parce que j'ai plein d'autres choses à instaurer en classe. Et puis après, d'un seul coup, bah, on accélère et on rattrape tout le retard qu'on avait, mais parce que tout le reste est très important. Mais ça, on te l'apprend pas dans la formation. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire, mais ça, tu vois, ça, c'était ma part intuitive. C'est-à-dire que je l'ai toujours fait, mais pas assumé. Donc, forcément, je savais pas le défendre. Parce qu'on me disait, ah oui, mais là, quand même, votre emploi du temps, et je disais juste, ben non, je peux pas faire un emploi du temps parce que je trouve ça complètement absurde. Je disais ça, en fait, moi, inspecteur. Et du coup, je me faisais un peu caler. Dernier entretien, je fais l'emploi du temps et elle m'était déjà venue me voir avant, elle me dit, ah, je suis contente, Madame Deveau, vous avez fait un très bel emploi du temps à la minute près, parce que c'est à la minute près qu'on doit le faire, hein. Et je lui dis oui, je l'ai fait pour vous faire plaisir, vous savez bien que je vais pas le suivre. Elle me dit oui, je sais. Mais j'avais fait le job. Et donc, j'ai appris ça aussi, tu vois, à rentrer dans un certain moule qui me permet d'avoir de la liberté. Alors qu'avant, tu vois, c'est un peu du genre, ça c'est nul, je fais pas, ça c'est nul. Non, faut apprendre aussi que des fois, tu as des petites choses à faire que peut-être tu trouves complètement idiotes, mais c'est celle-là qui te donne des ailes pour faire le reste. Et donc, mais ça, on te l'apprend pas. Ça, tu le découvres avec le temps. Mais voilà, j'ai toujours un peu enseigné comme ça, et après, tu vois, ça s'est développé, ça s'est perfectionné, parce que finalement, je trouvais ce que je faisais avec mes élèves plus adapté que ce que je pouvais trouver de l'extérieur. Donc, je m'inspire beaucoup, mais je recrée après. Ok. Super, bah merci encore pour ton partage. Ce que je sens aussi, c'est qu'à l'intérieur de cet enseignement qui est le tien, il y a une place qui est en fait très forte pour l'expression, que c'est au centre de ton enseignement, tu le disais toi-même, exprimer comment tu vas le matin pour dire, bah voilà, ça peut se passer comme ça, je peux avoir moins de patience aujourd'hui, et puis apprendre sans doute à tes élèves à exprimer qui ils sont, comment ils vont, etc., dans la limite de ce que le groupe et le contexte de la classe permet. Mais ce que je me disais, c'était presque comme si tu évitais ce que j'appelle moi le syndrome de la réunion de travail absurde. C'est-à-dire, on a tous vécu ce moment où en fait on touche du doigt le moment où on pourrait dire, excusez-moi, je me fais chier là. Et en fait tout le monde dirait, mais moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et en fait on partirait boire un café parce que tout le monde est là et personne n'ose le dire.
Et donc, du coup, on se retrouve à faire la réunion quand même qui va apporter rien du tout à personne, alors qu'on pourrait passer un moment chaleureux de Mm. ah ouais, on s'est tous dit que finalement cet ordre du jour il a aucun sens, mais finalement on pourrait faire comme comme ils vont appeler ça des temps de comment dire ah mince, c'est quoi le mot, tu sais, il y a des commissions convivialité, ouais, c'est ça le mot. Oui. Merci Gaëtan. Et donc du coup, c'est la convivialité qui serait naturellement mise sur le devant de la scène sans passer par justement une commission dédiée à ce truc-là. Donc bref, je me dis, est-ce que justement l'expression est au centre de ton enseignement, donner des outils à tes élèves pour qu'ils puissent s'exprimer et donner l'exemple en t'exprimant toi-même. Exactement. Ouais, ouais, bah, c'est ça, c'est donner les bons mots et en fait leur donner aussi la liberté de pouvoir s'exprimer, de savoir que il y a un climat de confiance et qu'ils peuvent le faire. Là, tu vois, on a commencé. Donc là, j'ai des petits, j'ai des CE1. On a commencé le travail sur les émotions et donc on va continuer ça. Là, on va nommer. J'ai prévu de leur fabriquer un petit. On va fabriquer un petit calepin avec le monstre de la couleur des émotions où en fait ils pourront afficher sur leur bureau l'émotion dans laquelle ils sentent si ils ont envie. Tu vois, ça, je l'ai jamais fait, par exemple, mais de toute façon, comme je fais des trucs nouveaux tous les ans, et du coup, je me dis, tu vois, un enfant qui est en colère et qui a pas envie qu'on lui parle et qu'on a envie qu'il lui foute la paix. S'il a le monstre tout rouge qui est posé sur son bureau, bah, ses voisins, avec lesquels on aura bossé sur le même vocabulaire, les mêmes symboliques, ils pourront se dire, ouais, là, il est en colère, il vaut mieux pas que j'y aille. Tu vois, sans que même il ait besoin de dire attention les gars, je suis en colère. Moi, c'est l'étape du dessus après, d'arriver de pouvoir dire dès pas me parler, je suis en colère. Ça c'est l'idéal, tu vois. Ou laisse-moi tranquille, je suis triste pour l'instant. Voilà. Là, on va commencer en fait avec des pictos pour s'ils ont envie de pouvoir l'exprimer avec les autres. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut une culture commune, il faut le vocabulaire, il faut qu'on sache ce que c'est la colère. Et puis après, il y a comment tu le vis. C'est-à-dire, tu peux être triste et tu peux ne pas pleurer. Mais tu peux être triste et tu peux pleurer. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je leur explique que moi, j'ai pas de problème avec aucun des sentiments ressentis. T'es triste, ok. Par contre, techniquement, je peux pas laisser un môme pleurer en hurlant une demi-heure en classe au milieu de tout le monde. Et je n'ai rien contre sa tristesse. Sauf que je serais toute seule avec lui. Je m'en fiche qui me crie dans les oreilles pendant une demi-heure parce qu'il est triste et pour qu'on discute après. Mais là, il y a du monde, quoi. Puis on peut pas arrêter la classe pendant une demi-heure parce qu'il y en a un qui a un chagrin énorme. Donc là, c'est là où il faut composer, trouver des manières de faire. Donc souvent, je lui demande d'aller dans le couloir, en fait. Mais c'est pas du tout une punition et mes élèves le vivent pas comme une punition. Mais plutôt, c'est le seul endroit où ils peuvent se mettre un peu en retrait. Je lui dis, écoute, t'es triste, ok, j'ai pas de problème. Parfois, je sais pourquoi, parfois, je sais pas. Je leur explique qu'ils ont toujours le droit de me le dire ou de pas me le dire, c'est là, ils regardent. Par contre, on peut pas éclater les oreilles des voisins parce qu'on a décidé de pleurer très très fort. On le fait dans le couloir pour que, voilà, on se mette un peu de côté. Je te dis, c'est comme l'insulte, c'est comme tout ça. Donc, il y a toute la phase de nommer, de savoir comment on peut l'exprimer, ce qu'on peut dire aux autres et tout. Et puis après, comment on le vit. Comment on le vit tout seul, si on est tout seul, et comment on le vit quand on est avec un groupe. Et que oui, il peut toujours y avoir quelqu'un qui nous énerve, en même temps, on va vivre ensemble toute la journée. Donc, il va falloir quand même supporter cette personne-là toute la journée. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que plus tu mets des mots, plus tu leur permets de s'exprimer, plus tu mets des mots dessus, plus c'est simple. C'est pour ça que je leur donne aussi mon état. Parce que moi, si je le fais pas, pour moi, ça, tu vois, ça n'a pas de sens. Et puis après, dans un second temps, on va travailler sur cette hypersensibilité, en fait. Et pareil, on va apprendre si on est très sensible, moins sensible, pourquoi ça dérange le voisin, que ce qui nous fait du bien à nous ne fait pas forcément du bien aux autres, parce qu'il y a ça aussi où et on part des fois souvent avec des solutions toutes cuites et en fait, il y en a pas. Donc, je pense que c'est hyper important aussi qu'ils apprennent que ce qui est bon pour eux n'est pas forcément bon pour le voisin d'à côté. Voilà, donc ça pareil, je leur donne des exemples que je vis aussi. Et en fait, petit à petit, au cours de l'année, on comprend pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on n'est pas bien. On demande à s'isoler. Moi, j'ai des tables qui sont toutes seules dans la classe, qui sont tournées vers le mur là. Quand c'est rigolo, spontanément, quelqu'un va rentrer et me dit ah c'est la table du puni. Tu vois, en fait, t'as des images collées là-dessus. Et je lui dis non, c'est pas la table du puni, c'est la table de quelqu'un qui aime pas les gens et qui a pas envie de les voir. Et, et effectivement, il y a un moment, on vit tous ensemble dans 45 mètres carrés, quoi. Donc, et t'as pas un endroit, à part aller aux toilettes,
où tu peux ne pas voir les gens. Donc moi, je propose à mes élèves des classes, des tables retournées pour qu'ils puissent plus voir les autres. Qui est le même principe que le casque anti-bruit, en fait, en vrai. Et on s'accommode comme ça, mais tu vois, c'est encore des images, des fois de l'extérieur, du puni. Et moi, je leur dis, à chaque fois que je leur dis, ça va pas, va à la table là-bas travailler. C'est pas une punition, on en parle. Là, je sens que tu supportes plus les autres autour de toi. Il faut que tu ailles t'isoler et que tu ailles travailler au calme. Ok. Après, je leur demande comment ils ont trouvé ce moment-là. Savoir si ça leur a plu, si ça leur a pas plu. Évidemment, dans la majorité des cas, ça leur a plu. Et je leur explique après que maintenant, ce que j'attends d'eux, c'est que ce soit eux qui viennent me demander à aller à cette table avant que ça monte. Et que moi, je le vois. Parce que moi, en vrai, je le vois surtout quand ça commence à monter, en fait. Et que je veux leur apprendre à... En fait, tu ressens les choses avant que ton corps... Donc, dès que tu commences à te dire, oula, celui-là à côté, il commence à me saouler, maîtresse, est-ce que je peux aller au fond parce que celui-là à côté, il commence à me saouler. Vas-y, va travailler. Puis quand tu sens que ça va mieux, que tu peux supporter les autres, tu reviens. Et en général, c'est ce que j'arrive à obtenir au fur et à mesure de l'année, que ce soit plus moi qui les déplace, mais que ce soit eux qui se déplacent eux-mêmes. Et, et donc, c'est là, quand ils font ça, c'est que je sais qu'ils ont réussi à s'écouter et à comprendre leur ressenti et à trouver la solution qui leur allait pour pouvoir ne pas vivre dans une tempête, mais vivre ça plus tranquillement, passer à travers toutes ces émotions, mais de manière plus calme. Ouais. Bah, du coup, l'image qui me vient, tu vois, c'est comme tu citais tout à l'heure le manuel qui va devoir correspondre, soi-disant, à tous les élèves de France de ce niveau-là et de cet âge-là. J'ai l'impression, en fait, tu te sers de la culture commune pour que les gens puissent exprimer leur singularité avec des outils que tout le monde comprend. Et donc, du coup, on a une inversion un peu de ce qui peut être compris dans un enseignement par la terreur, comme on le citait tout à l'heure. Alors, c'est évidemment, on fait des caricatures, hein, il y a énormément de nuances entre les deux extrêmes, mais dans un enseignement par la terreur, c'est le besoin de l'objectivité, donc de la culture commune, de faire l'identité des gens. Et donc là, on est dans une uniformisation qui ressemble au muffin que tu citais tout à l'heure. Chacun son moule, chacun la même forme, et on se touche pas, et on se mélange pas, et on prend sur soi, d'une certaine façon, pour être joli, en façade, tous de la même manière, bien rangés. C'est ça, et alors qu'en fait, après on travaille des pensées positives, on travaille plein de trucs. L'image des fleurs, c'est rigolo, parce que ça, je le fais avec mes élèves, de dire que la classe, c'est comme un grand champ de fleurs, où chaque élève a sa couleur. Et en fait, on dessine chacun le nombre de fleurs qu'on est dans la classe, avec des couleurs différentes et tout. Et donc, je leur demande aussi de dessiner leurs fleurs au milieu des fleurs des autres. Et on regarde, je leur fais un dessin où toutes les fleurs sont bleues, ou toutes les fleurs sont rouges, et puis un autre où il y a toutes les fleurs de toutes les couleurs, et dire qu'est-ce qui était le plus joli en fait. Et effectivement, le but c'est de comprendre que la diversité c'est ce qui est le plus beau, que ce qui est intéressant. Je leur dis souvent, je leur dis, vous vous rendez compte, si on était tous pareils, on mangerait tous les jours la même chose tout le temps, on écouterait tous la même musique. Je dis, c'est tellement bon quand quelqu'un écoute une musique nulle de leur dire que c'est nul et qu'on n'aime pas. Si on avait pu ces moments-là, on pourrait plus dire Burke devant le repas de la cantine parce qu'il est pas bon. Mais tu vois, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est la culture commune. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qu'on vit, même quand c'est des choses qui sont pas agréables, et ben en fait, c'est ça qui fait que c'est beau. Et je leur explique que c'est parce qu'on n'aime pas qu'on aime, c'est parce qu'on pleure qu'on rit, c'est parce qu'on est malheureux qu'on sait ce que c'est d'être heureux, et que finalement, on pourrait vivre dans une espèce de neutralité continue où il y aurait un film au cinéma, on irait tous le voir, on dirait tous que c'est bien. Puis après, il y aura un deuxième film qu'on irait tous voir et tout. Et non, quand à un moment, le film, on le regarde et qu'il y en a un qui pleure, il y en a un qui veut pas regarder, il y en a un qui trouve ça nul, il y en a un qui adore la chanson, l'autre qui l'aime pas. Ben, c'est ça qui amène la discussion, c'est ça qui amène le débat. Et c'est ça qui affine tes goûts. Et c'est ça qui affine qui tu es. Je leur dis, c'est hyper important. Si vous avez vu un film et que vous n'aimez pas, ben, au moins maintenant, vous savez que ce genre de film-là, vous l'aimez pas. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'on se construit. Et par contre, il faut être capable d'expliquer pourquoi on n'aime pas. Donc, qu'est-ce que ça te procure, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu aurais aimé voir et tout. Et donc, oui, on échange beaucoup, on fait beaucoup d'oral. Et tu vois, dans le même esprit, il y a évidemment tout ce truc un peu de développement de la personne et tout. Mais pareil, je dis aux parents que l'école, pour moi, c'est l'endroit où on doit se casser la gueule, en fait. Donc, moi, je veux qu'ils parlent, je veux qu'ils se trompent, je veux qu'à un moment ils soient dépassés parce que les autres ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de raconter. Je veux qu'ils aient peur en venant
parler devant tout le monde. Je veux qu'ils passent tout ça pour qu'une fois arrivés au collège, ils aient déjà face, que ce soit déjà des étapes anciennes et que finalement, quand le prof il te demande de faire un exposé au tableau, tu n'aies plus que ce petit stress que tu as à ce moment-là, mais pas un espèce de truc qui t'envahit, qui t'empêche de travailler, qui t'empêche en fait de même de donner le meilleur de toi, de montrer qui tu es, de te cacher. Et moi, je veux qu'ils se cassent la figure dans ma classe, en fait. Donc, oui, on apprend une chanson, et puis je leur dis, oh, vous êtes pas obligés de la chanter, mais ça serait quand même mieux. Puis au début, ça ose pas, puis après, ça ose, et puis finalement, tout le monde vient chanter la dernière chanson. Tout le monde est venu la chanter tout seul devant tout le monde. Quand t'as fait ça, tu peux tout faire derrière. Hein. Enfin, je veux dire, un exposé que t'as préparé avec tes notes, c'est méga facile. Et je veux qu'ils s'exposent à ça en fait. Je veux qu'ils comprennent que bah voilà, on peut le faire, on est capable de le faire. Que ces peurs des fois elles sont un peu trop limitantes et que ce qui est bon c'est ce petit stress, mais pas une peur envahissante en fait et bloquante. Hmm. Ben, je profite de ce moment pour faire un petit retour sur ce que tu me partages et ce que tu partages à tous les gens qui regardent cette vidéo. Je suis touché en fait par la profondeur et la simplicité qui sont mêlées dans ce que tu nous proposes. Et évidemment, ça fait 20 ans que tu parles à des enfants et que donc tu dois rendre accessible ce qui t'arrive, ce que tu comprends, ce que tu as envie de faire, où tu veux les amener, pourquoi, etc. Tu dois être clair dans tes propos. Et donc du coup, il y a une simplicité et une accessibilité qui ne nuisent pas en fait à la profondeur du message. Donc merci pour ça, vraiment. Ouais, merci. Mais c'est vrai que c'est ce que je fais avec eux. En fait, je leur explique les choses assez simplement et en fait finalement c'est ce qui marche pour tout le monde. Hein. C'est du mais en même temps, pas beaucoup plus simple que ce qu'on fait là. C'est-à-dire que c'est aussi une habitude. Les enfants, quand tu commences à discuter avec eux, que le vocabulaire arrive, que la discussion, bah finalement, tu montes aussi ce niveau de discussion et de réflexion qu'ils peuvent avoir sur eux-mêmes. Et tu vois, en général, les pensées qu'on fait, alors il y en a que j'écris, il y en a que je prends, mais il y a toujours au moins 2, 3 fois dans l'année où la pensée du mois, c'est un élève qui l'a dite en classe. Et tu vois, l'année où j'ai eu une CE1, on parlait de fait de copier, de copier, on est parti de copier en classe, mais de copier en général les autres quand on voit les ados qui veulent s'habiller toujours pareil, tous pareil, tout ça. Enfin, on parle de tout ça en fait. Et puis moi, je leur dis, mais pourquoi ça sert à rien de copier? Et en fait, cet enfant qui est en CE1, elle lève la main et elle dit, ça sert à rien de copier parce qu'on est déjà nous-mêmes. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est hyper profond, quoi. Elle a 8 ans. T'as plein d'adultes qui sont pas, même pas encore dans ce, tu vois, dans ça. Et voilà. Et ça me suffit, en fait, pour continuer à faire ce que je fais. C'est-à-dire que je me dis, cette enfant de 8 ans, elle a créé ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Immédiatement, je la tape, je l'imprime, je la fais coller dans tous les élèves, dans tous les cahiers. Il y a son prénom en bas, il y a la classe, c'est sur le mur. C'est-à-dire qu'en plus, elle a dit un truc. Et elle, qui manque énormément de confiance en elle, tu vois, hop, on en profite, t'as tout qui se met en place, ça la valorise, etc. Et puis je me dis, bah, elle y repensera peut-être, tu vois, plus tard à un moment, quand elle va se retrouver prise dans un groupe d'ados où l'autre, elle lui dit, tes chaussures, elles sont nazes, et de dire, bah non, bah en fait, ça c'est moi, voilà, et moi, j'ai pas envie d'être comme toi, et je suis moi. Ben, ça peut aider aussi à mieux vivre plus tard, donc c'est ça que je fais. Ouais. Et puis les petits sont tellement spontanés et naturels que moi j'adore. Est-ce que ouais, ça t'arrive régulièrement de noter des phrases de tes élèves et de les conserver? Oui. Ouais, 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 ouais. Mais de tout, hein, on rigole de tout, parce qu'ils peuvent venir te voir en te disant ta coiffure est moche ce matin. Moi, je suis fan. Est-ce que ça te dirait si tu as un carnet accessible avec des phrases comme ça, de nous en partager quelques-unes en fin d'échange, ça tirait ça ou pas? Je crois Ou que je les ai c'est plus dans la tête que noté, ok. mais ouais, peut-être, faut que Bon, ça on va. fera un petit florilège tout à Ouais. l'heure alors si tu veux bien. Super. Là, dans ce que tu m'exposes, et puis j'en doutais pas puisqu'on s'était déjà croisé avant, mais tu pratiques un enseignement incarné, de façon subjective. Et là, ça me touche d'autant plus que c'est le mot que j'ai choisi pour mettre après sur la chaîne. Donc c'est marqué Mathieu Play, accompagnement incarné. Et en fait, je me rends compte de la préciosité, de la valeur que ça peut avoir d'être soi, tout simplement. Et de se considérer soi-même comme un sujet et de considérer l'autre comme un sujet parce qu'on a déjà fait le travail pour soi, même s'il est toujours en cours évidemment, on n'a jamais fini, mais de se considérer soi-même comme un sujet, de considérer l'autre comme un
un sujet, c'est mettre l'accent sur la subjectivité de nos perceptions, de notre couleur, et de la mettre en avant sans en avoir honte, en disant on pourrait très bien voir les choses d'une autre façon, mais simplement il faut aller voir quelqu'un d'autre pour avoir Ouais, cette autre façon de voir les choses. exactement. Et donc ça met l'accent, dans ton cas, sur chaque enfant en tant que sujet unique. Et est-ce que avant de t'autoriser ça, tu avais déjà l'intuition que c'était là que ça se passait, mais que tu avais peur d'y aller, peur d'être débordé par la masse d'informations à accueillir? Parce qu'en fait, ma question vient du fait que j'imagine un enseignant qui se dit oh, avec le programme, ce que l'institution me demande, le nombre d'élèves en face de moi, et si je commence à faire de la place à la singularité de chacun, mais je vais me prendre une avalanche d'infos. Est-ce que tu as déjà été saisi, toi, par cette peur, cette appréhension? Euh, oui et non. En fait, j'ai beaucoup de mal avec un enfant que je sens pas bien. C'est très compliqué pour moi à vivre. Donc en fait, de toute façon, je peux pas faire comme si il allait bien. Et voilà, non. Donc de toute façon, c'est en moi. Je vais avoir besoin d'enquêter pour savoir ce qui va pas et savoir si je peux agir dessus. Donc déjà il y a ça. Ensuite, maintenant j'ai conscience des mots, des termes, de tout de tout ça, de tout cet aspect-là. Avant je l'avais pas. Mais en même temps, j'ai toujours travaillé dans des écoles très où les enfants étaient très diversifiés, d'origines différentes. Moi, ça m'a toujours plu. Je pense que j'ai toujours eu un petit attrait pour les enfants qui avaient un peu plus besoin de moi. Et dans cet esprit-là, tu vois, je me rends compte que mon sujet de prédilection préféré, c'est l'enfant en rupture scolaire, en fait. C'est ça qui, en fait, les autres, c'est la vie. En fait, j'adore la vie de classe, j'adore cette diversité. Mais franchement, l'élève, si je peux faire de nouveau aimer l'école à un enfant qui est en complète rupture scolaire, ah ben j'ai tout gagné parce qu'en fait c'est ça qui me, puis c'est ce petit challenge en fait qui me plaît quand même, je pense. Je sais pas, je me dis que d'abord tu comprends, mais ça c'est maintenant de dire que par exemple tout ce qui va pour les enfants qui sont atypiques, ça va pour tout le monde. Mais ça c'est parce que après tu lis, tu te documentes, tu comprends des choses. Mais en fait on a toujours eu besoin de vivre ensemble et donc vivre ensemble pour moi, on est entre êtres humains. J'ai un rôle, je leur dis des fois que je sais plus de choses qu'eux parce que je suis plus vieille qu'eux, mais qu'en même temps il y a des choses que je sais pas et qu'eux ils savent parce que eux ils connaissent et moi j'y connais rien. Donc ça va être d'un nouveau dessin animé ou des choses comme ça. Donc on a à partager, j'ai juste plus de bagages parce que voilà, je suis plus vieille. Mais en même temps, pour moi la vie de classe c'est un vrai échange. C'est pour ça que je te dis, je me sens vraiment comme une accompagnatrice en fait. Hein. Côté un petit peu chef de tribu, mais chef j'aime pas, mais je suis là pour les guider un peu. Voilà, un guide. Tu vois, il y a un côté un peu guide, pas du tout de rapport autoritaire ou de choses comme ça. Je leur explique quand je mets des règles, pourquoi elles sont bien, enfin pourquoi elles sont justes, pas bien, mais justes. Ce qui fait que des fois, il y a des collègues qui me disent, mais quand tu lui dis de sortir, machin, il le fait. Ben oui, enfin à partir du moment où la règle est juste, l'enfant il l'accepte en fait, même si ça le saoule, hein. Mais en fait c'est la règle. Et en plus, je suis passée là maîtresse en la matière, c'est-à-dire que tu vois, un enfant qui est en classe et qui me dit ah, j'ai pas envie de travailler, je suis trop fatiguée et tout, et j'ai dit écoute, j'ai un truc génial. En fait, pendant la récré, comme tu seras trop fatiguée pour courir, je te garde une petite place au fond de la classe pour te reposer, comme ça tu seras en forme après. Ben l'enfant, il est plus fatigué, on repart. Et tu vois, et j'ai rien fait en fait, et je l'ai pas grondé, je l'ai pas, je lui ai dit juste proposer du repos. Quand par exemple ils montent 5 minutes en retard de récré, je leur dis qu'ils ont 5 minutes de récré à la récré suivante, puisqu'en fait tout le monde a fait l'effort d'être là à l'heure, et que donc les autres peut-être auraient eu envie d'avoir 5 minutes de récré en plus. Donc il me semble juste et équitable que ceux qui ont pris 5 minutes de récré en plus en aient 5 en moins pour après. Ben voilà, ça passe tout seul parce que ceux qui ont bien fait les choses ne se sentent pas lésés, et en plus les autres ils ont rien à répliquer. Tu vois, on est dans ça c'est justement la vie en groupe en fait. Et quand tu as 5 minutes de retard, tu peux être TDA, tu peux être HPI, je m'en fiche en fait. C'est-à-dire que à un moment, tu es un membre de la tribu n'est pas complète, tu as pris du bon temps, les autres, je leur dis, tu sais, les autres aussi, ils ont envie d'aller courir en fait. Quand je leur demande de venir se ranger, ils ont peut-être envie que la récré continue, mais ils font l'effort de... Et donc voilà, c'est ça le vivre ensemble en fait. C'est qu'à un moment, cet effort, on doit tous le faire, même quand on n'a pas envie, même voilà. C'est à moi après de remettre l'envie, mais n'empêche, on doit faire ça. Et en fait, finalement, les prendre chacun comme ils sont, ça m'a jamais, je sais pas, ça m'a jamais dérangé en fait.
je vois chaque individu de toute façon. C'est pour ça que même quand on parle des atypies, je dis aux élèves qu'en fait, on est déjà tous différents. Donc en fait, chaque enfant est atypique et il y en a qui sont plus atypiques que d'autres. Voilà. Mais que déjà d'emblée, de toute façon, on est tous différents. Donc, je ne peux pas, dans un boulot de l'humain, ne pas en tenir compte. En fait, ça me semblerait complètement... Dans ce cas, je vais travailler avec des ordinateurs, quoi. Enfin, tu vois, mais ça serait quand même une ineptie pour moi de considérer que tout le monde se ressemble en face de moi et que ce sont comme ils ont le même âge, ils sont tous pareils. C'est pas... Je sais pas, en fait, je me pose pas cette question. Mhm. J'entends à quel point c'est naturel pour toi en fait d'aller dans cette singularité et t'as déjà devancé ma question d'après, mais je voudrais qu'on rentre parce que les gens qui nous écoutent doivent se poser cette question, du moins ceux qui se disent oh là là c'est peut-être un peu l'anarchie dans cette classe d'une certaine façon, des gens qui sont habitués à plus peut-être de rigueur institutionnelle et convenue, hein, puisque c'est plus facile de s'imaginer une classe gérée de façon descendante et très fermée et très uniformisante que finalement une classe où chacun prend sa place. C'est malheureusement plus véhiculer la première image que la deuxième. Et donc, ma question était, est-ce qu'il y a des règles dans ta classe? Et si oui, quelles sont-elles? Et comment Il elles y a sont construites? plein de règles, évidemment. Alors, tu as toutes les règles habituelles, évidemment. On ne se tape pas, on ne s'insulte pas. Voilà, donc on en discute. Pourquoi? Moi, j'aurais expliqué que moi j'ai 48 ans, que j'avais tapé personne de toute ma vie. Donc, a priori, c'est possible. Donc, voilà. Donc, tu as des règles très basiques, évidemment. J'ai une profonde aversion pour la violence. Donc, voilà. Pour le vol, pour ces choses-là, voilà, c'est des valeurs très importantes. Et après, c'est vraiment respecte-toi et respecte l'autre à côté de toi. Donc après, moi, une table qui a fini de travailler, qui se met à chuchoter, et que personne n'est dérangé dans son travail, je n'ai aucun problème avec le fait que ça chuchote. Par contre, ils doivent accepter, eux, qu'à partir du moment où moi je constate que ça ne va pas, je puisse leur dire d'arrêter de parler. Ils doivent accepter que le voisin de la table d'à côté, il puisse leur dire qu'il parle trop fort, sans répondre, parce que c'est son besoin à lui à ce moment-là. Donc en fait, les règles, elles sont vraiment dans un respect des uns des autres. Après, en vrai, à part vraiment les gros trucs de violence, je suis pas très à cheval. En fait, j'éprouve le besoin de leur donner des cadres sécurisants. Ça veut dire, tu peux venir me parler et tu peux venir ne pas me parler. En fait, c'est pas un problème. Je vais pas te questionner jusqu'à savoir. T'as le droit d'être parcouru par toutes les émotions. Par contre, tu respectes l'autre à côté. T'es mieux sans tes chaussures. Ben, t'enlèves tes chaussures. Par contre, tu vois, ça me viendrait pas à l'idée de demander à tous mes élèves d'enlever des chaussures comme ça se fait. Parce qu'en fait, il y a des élèves, ils ont peut-être pas envie de pas avoir de chaussures, en fait. Et si t'es mal parce que t'as enlevé tes chaussures, parce qu'on t'a demandé d'enlever tes chaussures, ben, t'es pas bien pour travailler non plus. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de règles qui se dessinent. Les choses arrivent petit à petit. Ça veut dire que, par exemple, un jour, il va pleuvoir, les élèves vont avoir les pieds mouillés. Je vais leur expliquer que il me semble qu'on est quand même beaucoup moins bien les pieds mouillés toute la journée, donc que peut-être il faudrait qu'ils enlèvent leurs chaussures pour que ça puisse respirer, peut-être qu'on mette les chaussettes à sécher. Et finalement, de fait, ça devient une discussion sur le fait que est-ce qu'on est mieux pieds nus ou est-ce qu'on est mieux en chaussettes ou en chaussures. Les premières fois on a été pieds nus, c'était au moment de la canicule où je leur expliquais comme on a du carrelage, que le fait de poser les pieds nus par terre, ça allait les rafraîchir en fait. Et que moi je leur conseillais, j'allais le faire, mais qu'ils n'étaient pas obligés de le faire s'ils n'avaient pas envie de le faire. Et en fait, les choses se construisent dans la vie de classe. Parce que je ne vais pas mettre une liste de règles dont on n'a pas besoin. Moi, j'ai autre chose à faire, en fait. Donc, il n'y a pas marqué dans ma classe, on s'insulte pas, évidemment, parce que c'est des choses, on en parle. Mais après, si on a besoin de la créer, la règle, parce qu'il y a un problème, on va la créer ensemble. Et c'est ce qui va faire que ça va être... Mais pareil, j'ai jamais eu de liste de règles. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'avoir écrit au tableau, on lève la main avant de parler? Ben non, en fait, c'est-à-dire que si les élèves coupent la parole, on apprend pourquoi on coupe pas la parole. Je leur redis que lever la main, ça équivalait à m'appeler, donc il n'y avait pas besoin de lever la main et de hurler maîtresse en même temps. Que en plus, ce n'est pas gage que je les interroge tout de suite, parce que t'as ça aussi, les enfants qui pleurent parce que tu les interroges pas tout de suite.
qu'en fait ça me signale qu'ils ont quelque chose à dire, donc j'ai pas de problème, et que c'est assez injuste celui qui prend la parole sans lever la main vis-à-vis de l'autre qui a attendu en ayant la main levée. Et tu vois, on retombe toujours sur la justice, l'équilibre, le respect des uns des autres. Et finalement, ces règles, elles se mettent en place parce qu'on vit ensemble, en fait. Et donc, en fait, il y a plein de règles, de vraies, mais il n'y a pas une liste de règles qui va être la même chaque année, par exemple. Et elles se construisent comme on se construit ensemble, en fait. Ok, merci pour ta réponse. J'ai envie d'aller plus loin là-dedans. Est-ce que tu qualifierais justement cet univers classe et ce fonctionnement de classe comme démocratique? Ou je te donne un autre choix, est-ce que c'est une alexandrocratie ou est-ce que c'est une groupocratie? Ou autre chose, parce qu'évidemment, il y a plein de trucs. Il y a la holacratie, il y a des fonctionnements horizontaux, verticaux, il y en a plein. Est-ce que c'est une Ouais. dictature? Alors non, ça c'est sûr. C'est un mélange de plein de choses parce qu'en fait ils sont petits, donc en fait il y a des réflexions qui leur nécessitent d'être guidés parce que forcément si tu leur demandes oui alors le vendredi après-midi on peut faire ce qu'on veut, qu'est-ce que vous voulez faire, forcément ils vont te dire qu'on va manger des bonbons toute l'après-midi et que c'est pas possible parce que c'est pas possible même d'un point de vue au niveau du corps, de l'alimentation et du respect de son corps déjà tout court. Donc tu peux pas ne faire qu'écouter les enfants, mais tu es là pour au maximum les guider et pour se servir de leur réflexion personnelle. Et en fait, ces réflexions, elles sont importantes. C'est-à-dire qu'un enfant qui va me dire on marche pas assez, je le sais, donc je crée des moments dans la journée où ils vont avoir besoin de marcher. Donc je vais, par exemple, leur donner des mots à copier. Je pourrais pas assez corriger chaque cahier, mais je leur demande de venir au bureau. Et pendant ces 10 minutes, c'est un peu le bronx, entre guillemets, parce qu'ils se lèvent, ils repartent, machin. Mais ils marchent, ils se sont détendus les jambes. Voilà. C'est fait exprès. Moi, c'est ça. Moi, ça m'apporte plus de bruit qu'autre chose de les faire venir à mon bureau, en fait. Et puis, surtout, il y en a qui se croisent, qui se titillent, tout ça. Bon. Mais en même temps, ça apprend aussi à attendre dans une file d'attente. De pas doubler les autres, t'apprends toujours plein de choses de toutes les situations. Donc, il y a de ces moments-là. J'ai un tableau avec des petites pochettes avec plein d'aides. Ils ont le droit d'aller les chercher quand ils veulent. Donc, évidemment, j'ai tout à fait conscience que parfois, l'enfant n'a absolument pas besoin de l'aide, il a juste envie d'aller marcher. Mais je m'en fiche, en fait. C'est pas grave. Qu'il aille marcher, il prend l'aide qui lui sert à rien. Puis après, il aura le droit de remarcher une deuxième fois parce qu'il faudra aller la ranger. Et tant mieux si ça se fait comme ça, dans une espèce de douceur, où il ne gêne personne, où ça ne se voit pas, parce que je leur explique aussi d'apprendre à feinter l'ennemi, en fait, c'est aussi super important. Enfin, tu vois, de se dire ok les autres je vais pas faire n'importe quoi, je vais faire style, je vais faire un truc de boulot mais ça va me permettre de me détendre les jambes, voilà. Donc en fait je crée ces moments là où ils peuvent faire des choses qui vont leur faire du bien parce que je sais que c'est dans leur demande mais pas dans leurs termes à eux. Pareil, il y a des moments où on discute parce que je sais qu'ils ont besoin de parler et que peut-être que quand ils viennent de passer une demi-heure à écrire, à créer et qu'ils étaient bouche fermée, ils sont comme n'importe quel être humain normalement constitué, en général il y a besoin de parler. On fait du travail en groupe. Il y a du travail en groupe où ils choisissent les gens avec qui ils travaillent. Il y a des travail en groupe où c'est moi qui impose parce que je veux qu'ils travaillent avec des personnes qui travaillent pas comme eux. Donc c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que tant que je peux leur laisser la main, j'aime bien leur laisser la main. Parce que je trouve que c'est important. Tu vois, je leur dis, ils sont par îlot, donc ils sont par groupe là. Quand j'ai besoin de récupérer un travail qu'ils ont fait, je leur dis, il y a un élève de la table qui me rapporte le travail de tout le monde. Vous décidez entre vous qui. Parce qu'au début, ils lèvent tous la main pour que je les choisisse. Je dis, je ne choisirai personne. Vous décidez qui commence. Et en même temps, vous instituez déjà le tour pour qu'on sache tout à l'heure si je redemande un travail, qui sera le deuxième, qui sera le troisième. Et vous vous mettez d'accord entre vous. Moi, je n'interfère pas. Soit vous comprenez que de toute façon, vous allez tous passer là. Peut-être que lui, ça lui tient très à cœur de commencer. Ben voilà. Je les laisse faire. Donc oui, parfois, ça va, tu vas avoir 5 minutes où ça va être un peu le bazar. Mais en fait, c'est tellement important de se mettre d'accord dans un groupe, de parlementer, défendre son point de vue. Moi, de voir qui s'écrase complètement, qui je vais avoir besoin de porter un peu parce qu'il s'écrase trop, qui j'ai besoin de calmer un peu parce qu'il prend trop de place. Et donc j'observe des choses, en même temps je les aide à grandir parce que c'est comme ça que tu grandis. Hein. Et oui, si tu passes à ce moment-là dans ma classe,
tu vas te dire, c'est pas la classe où il y a pas de bruit, où ils sont tous les uns derrière les autres en train d'écrire. Mais en même temps, ils apprennent tellement de choses à ce moment-là que, enfin, moi je trouve que c'est pas un problème et j'ai pas d'élèves plus tard qui sont devenus des horreurs d'école parce qu'avec moi ils avaient le droit d'enlever les chaussures et parce que c'était mon problème au début en fait, c'était de dire comment ça va se passer après. Et j'ai eu une chance folle quand parce que j'ai habité aux États-Unis, j'ai enseigné un peu là-bas et mon fils était dans une école Montessori et il a fait la maternelle là-bas. Il y a eu aucun problème d'adaptation à l'école après. Parce qu'en fait, plus tu nourris la confiance en soi, plus tu développes l'autonomie, plus tu peux travailler partout. Et comme je leur donne une grande liberté, qu'en même temps, je leur explique comment ça se passe dans les autres classes. Et je leur dis, vous allez avoir des maîtresses qui vont pas vouloir que tu vous ouvriez la bouche toute la journée, en fait. Je leur cache pas, je leur vends pas un truc, voilà. Mais qui sont confiants, qui savent que l'école, ça peut être aussi autre chose. Ben, finalement, c'est des enfants qui s'acclimatent très bien après. Donc, je continue parce que c'est des enfants qui sont autonomes, donc du coup, ils sont moins dans l'attachement à la maîtresse. Moi, je pleure pas quand ils s'en vont, en fait. Je suis contente parce qu'ils grandissent. Et je suis contente, en plus, quand je les vois dans les classes des grands, qui viennent me voir après, avec des remarques très drôles, et ils m'écrivent encore des mots, ils me contactent encore. Tu vois, là, j'ai une élève qui vient au mois de décembre faire un stage dans ma classe parce qu'elle est en troisième. Je l'ai eu en CE1 et CE2. Et elle me dit, j'ai très envie de revenir dans la classe. Et viens. Et donc elle revient voir en classe. Donc c'est que tu vois, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et cette enfant, elle travaille très bien, elle s'est adaptée à tous les profs qu'elle a eus sans aucun problème. Mais je me dis, c'est toujours sympa quand tu passes un an ou deux de plaisir pour affronter des trucs un peu pénibles. Moi, je préfère avoir passé une semaine de vacances à Djerba avant de retourner au boulot que d'avoir passé une semaine dans le métro avant de retourner au boulot, tu vois. Je me pose la question, alors je vais un peu dans le détail, mais on n'est pas obligé d'y rester longtemps. Je me disais, est-ce que pour toi la majorité prime toujours sur la minorité? Est-ce que l'individuel prime toujours sur le collectif? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont pour toi des points fixes en fait avec lesquels tu transiges pas? J'essaie de les rendre très respectueux des ressentis et des émotions des autres. Voilà. C'est-à-dire ne pas se moquer de ce que l'autre est en train de vivre, qu'on ne comprend pas forcément, qui nous renvoie à telle ou telle image, mais de ne pas se moquer, de respecter ça, de respecter les pleurs, de respecter la colère, voilà, d'apprendre à se parler. Alors nous, on fait à l'école ce qu'on appelle des messages clairs, qui sont une espèce de dérivé de la communication non violente, tata, où tu vas voir quelqu'un quand il t'a embêté ou autre chose, et tu lui dis message clair, tu lui expliques ce qui s'est passé, ce que tu ressens, et lui a un droit de réponse avant que les enfants aillent voir l'adulte pour gérer ça. Ils essaient de régler ce conflit eux-mêmes. Donc, savoir exprimer aux autres ce qui nous dérange chez l'autre, c'est hyper important, et de le faire de manière calme aussi. Donc, on apprend ça aussi. Donc, je dirais que il y a les deux et ça dépend des situations. C'est-à-dire que je vais décider, par exemple, je travaille sur vice versa. On a regardé vice versa pour commencer à parler des émotions. Même si j'ai 3 élèves qui n'ont absolument pas envie de le voir, qui râlent. Alors d'abord, déjà quand ils font oh pour un truc, je leur dis mais écoute, il y a pas de problème, je te mets dans une autre classe le temps qu'on fasse ça. Je voudrais pas non plus que tu te sentes mal et pas bien à regarder quelque chose que tu n'as pas envie. Non non, ça va aller, tu vois, ça se règle tout de suite. Donc non, il y a des choses, c'est la collectivité parce on vit en collectivité et donc il faut, on peut pas faire en fonction des envies de chacun au moment de chacun. Mais on apprend à être des individus au sein de cette collectivité. Donc je leur dis, tu vois, par exemple, un truc typique, je vais dire à mes élèves, je comprends que par moment vous soyez fatigués ou que vous n'ayez pas envie d'écouter. Je leur dis texto, comme ça. Eh ben, vous mettez la tête dans les bras, vous pensez à autre chose, mais par contre, vous n'enquiquinez personne. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, tu peux décrocher, en fait. En fait, c'est toi, je leur explique aussi que c'est le problème, c'est que c'est toi qui vas raccrocher. C'est pas moi. C'est comme quand tes enfants, ils te demandent s'ils peuvent sécher le cours d'espagnol et que tu leur dis, y a pas de problème, par contre, il faut que tu rattrapes le cours. En général, ils te disent qu'ils aiment bien, ils vont aller au cours d'espagnol parce que ça les saoule plus de rattraper le cours après, tu vois. Donc, je leur explique que c'est eux qui vont décrocher. Donc, peut-être que pendant qu'ils vont pas avoir envie de travailler, on va faire quelque chose qu'ils vont peut-être avoir plus de mal à comprendre, mais qu'en revanche, je n'ai pas d'interdiction du fait de mettre la tête dans les bras 5 minutes, 10 minutes parce que t'en peux plus. Par contre, c'est pas pour parler à ton voisin qui lui a envie d'écouter. Ok. Et donc, j'ai l'impression de faire les deux, du coup, dans ce cas-là. Ouais, ouais.
Non, mais c'est très clair, c'est très clair. Merci, merci de ta réponse. Et je me posais une question qui, je pense, enfin, je vois à peu près où ça va aller, mais je trouve ça intéressant quand même. Je me demande comment tu accueilles les moments où ce que tu tentes, du coup, dans ton accompagnement, dans ton enseignement, dans ta façon de transmettre les choses, ne fonctionne pas. Comment ça se passe pour toi? En d'autres mots, comment tu gères le fait d'être confronté à l'imperfection de ce que tu testes en direct? Je gère plutôt bien maintenant. Je pense que c'était plus compliqué avant. J'ai testé tout le temps des trucs. Quand c'est pas top, j'arrête. J'ai aucun problème avec ça. En fait, je peux commencer à faire, je sais pas moi, un carnet de ceci parce que je trouve l'idée absolument géniale et en fait c'est nul. J'arrête. De toute façon, je peux pas me contraindre moi. Enfin, si moi déjà ça me saoule, en fait, parce que il y a ça comme le secret de départ, c'est ça. C'est-à-dire que si toi t'es saoulé ou ennuyé par ce que t'enseignes, de toute façon, tu peux rien transmettre en fait. Donc moi, quand je trouve le truc un peu pénible, la notion pénible, j'ai besoin d'y mettre du jeu pour que moi ça me plaise en fait, parce que et puis sachant que même si je change souvent de niveau et tout, on est quand même dans un niveau de connaissance intellectuelle assez limité. Tu vois, j'apprends pas des nouvelles choses chaque année. J'en apprends plus en faisant les devoirs avec mes enfants qu'en étant en classe. Donc il y a un moment, ben moi, pour pas que je sois en lassitude extrême du groupe nominal, de l'adjectif et du nom, il faut que moi je me réinvente en fait. Et l'optique, et comme je suis de plus en plus en conscience, évidemment, l'optique c'est de rendre la manière la plus éludique et qu'ils apprennent que tout le côté un peu rébarbatif il rentre vite pour qu'on fasse des trucs sympas avec. Donc je teste beaucoup de choses quand ça va pas. Là le truc que je t'ai dit, le calepin avec les émotions qu'on va mettre sur le bureau, je sais pas du tout si ça va marcher en fait, mais je trouve l'idée bien. Donc j'essaye. Si ça fait un bit, ça fait un bit, c'est pas grave. Et dans l'eau, ça affine pour l'année d'après. Donc tu vois, il y a eu une année par exemple, je me suis dit ah ça serait bien, ça j'avais vu ça sur un site que les tables de multiplication elles soient écrites, plastifiées et reliées avec un porte-clés pour au lieu d'avoir le côté d'ouvrir un cahier, que l'outil change, qu'on puisse le sortir facilement n'importe où s'ils veulent réviser dans le bus avec leurs parents, enfin tu vois bon peu importe. Puis en fait de là a découlé que c'était vachement rigolo comme d'avoir des trucs accrochés à un porte-clés, tu vois. Et ces tables elles étaient un peu longues, alors je me suis dit il faudrait faire des trucs plus petits. Donc bah, l'année dernière j'ai mis toutes les règles des homophones grammaticaux, là, A ou A, son SON ou son SONT, je les ai toutes mises là en me disant, écoute, l'élève, quand il aura compris, il aura plus besoin de la regarder, c'est pas grave. Et puis celui qui est un peu à la ramasse encore et qu'ose pas demander parce qu'il en a marre qu'on lui dise qu'il sait pas le faire, nana, il a juste acheté un œil sur son petit machin. Voilà, la trousse, ils l'ont tout le temps. Pareil, c'est très facile à sortir. Donc voilà. Et puis du coup, il y a des choses, je me suis dit c'est bien de les avoir en grand parce qu'ils sont petits. Donc cette année, j'ai fait un sous-main. Et en même temps, j'ai quand même mes petits trucs sur le porte-clés. Donc plus ça va, moi j'ai de cahiers de leçons parce que c'est utilisé de différentes manières. Et le sous-main, je trouvais que maintenant ça y est, on était avancé au niveau. Donc j'en ai créé un deuxième là pour la deuxième période. Et des choses importantes, je les ai mises sur le porte-clés. On les a en plus petits, ça sert un peu moins. Donc en fait, j'avance et c'est eux qui me donnent les réponses. Et en plus, je vais aller plus loin. Il y a des choses qui peuvent marcher avec une classe et qui ne marcheront pas l'année d'après avec une autre classe. Donc ça ne me pose mais absolument aucun problème. Par contre, je peux pas prendre un livre de bibliothèque à lire parce qu'il est dans l'école alors que l'histoire je la trouve nulle. Je sais pas faire. Voilà. J'ai besoin de choisir mes histoires, faut qu'elles me plaisent à moi pour que je puisse transmettre ça aux élèves. Donc en fait, je ne sais même plus quelle était la question de départ, mais Ben, la question de départ, c'était par rapport, mais si tu étais encore à la accroché, remise c'était en par cause. rapport au fait, si ce Ouais. que tu testes ne marche pas, comment c'est pour toi? Et donc, du coup, tu t'évoquais une période où c'était peut-être plus difficile pour toi de faire face à ça, Ouais. peut-être d'être confronté à l'imperfection de ce que tu faisais. Mais surtout, moi, ce que je me posais comme question au fond, c'est est-ce que tu t'appuyais sur tes propres échecs pour en faire un enseignement, c'est-à-dire dire, bah voilà, moi j'ai envie que l'école soit vivant, et donc du coup, à ce titre-là, je suis en train de tester ça, puis là, je me rends compte que ça marche pas. Donc je me Mm, suis trompé, puis on va passer à mm, autre chose, et puis c'est pas grave, je suis pas morte. Et mm. donc du coup, d'en faire quelque chose de pédagogique également. Ça t'arrive ça? Ah oui, oui, ça m'arrive, bien sûr. De leur dire que moi je me trompe, que des fois que le truc était pas top. En plus, ils sont marrants les élèves parce que tu sais, des fois je vais taper des trucs, des exercices, et puis ils vont dire ah celui qui a fait le livre, il s'est trompé et ils savent pas que c'est moi. Et des fois, on va prendre un bouquin, il y a une coquille.
Maîtresse, tu t'es trompée en écrivant ça. Non, mais j'ai pas écrit le livre, c'est pas. Tu sais, en plus, eux, ils ont un rapport aux choses complètement différent. Des fois, je leur dis, oui, oui, je leur dis que ça c'était nul, que c'était pas bien et que on va le faire autrement parce que ça me plaît pas. Que oui, oui, moi aussi je me trompe, que c'était trop dur. Des fois, ça m'arrive, hein. Je prévois un truc et c'est trop difficile. Euh, ouais, 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 oui. Et puis moi, ça m'aide je partage ça avec eux pour qu'ils comprennent que moi aussi je me trompe. C'est comme quand des fois ils me disent un mot et puis ils me disent tellement d'énormités qu'il faut que j'aille rechercher dans le dictionnaire alors que je suis plutôt bonne en orthographe, mais je prends le dictionnaire devant eux. Euh, j'ai eu des élèves qui, par exemple, qui arrivent le matin et qui te disent tu sais, maîtresse, maintenant c'est plus anticonstitutionnellement le mot le plus long du monde. Ah, ok, d'accord. Attends, Google, mon ami. Et voilà, je fais pas celle. Ah, bah, bien sûr, bah, oui, je le savais. Donc oui, et je me remets en question, on fait évoluer. Je leur demande des fois, quand on fait quelque chose, si ça les aide, si ça les aide pas. Ouais, ouais, moi j'ai pas de problème à me dire que j'ai raté mon truc. De toute façon, c'est déjà, j'estime qu'un exercice, à partir du moment où tu as plus de la moitié de la classe qui l'a raté, c'est que tu as mal fait ton boulot. Hein. Donc, il n'y a pas Parce que autant de... c'est aussi intéressant au niveau personnel, c'est-à-dire au niveau de toucher du doigt bah, qu'on peut se remettre en question et que c'est OK, que en fait finalement un apprentissage, je pense important pour les enfants de voir les adultes se tromper et ne pas mourir. Vraiment, il y a vraiment ce truc-là, j'ai l'impression, qui est important. Et c'est souvent que les adultes vont vouloir jouer des sortes de super-humains à l'épreuve des balles, toujours dans la connaissance de tout, et donc du coup dans l'incapacité de reconnaître leur zone d'ignorance, en fait, Ouais, d'une certaine ouais, façon. exactement. Et, euh, et je pense que c'est très riche d'avoir un adulte qui peut assumer de s'être trompé et qui peut l'assumer de façon tout à fait OK pour lui. Et ça doit être d'une richesse assez folle, je trouve. Parce que j'ai pas vu beaucoup de gens pouvoir faire ça au cours de ma Surtout vie. quand je leur dis que leurs parents se trompent aussi. Tu sais, des fois, je leur dis, je vais vous dire un secret, vos parents se trompent aussi. Ah bon ouais, 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 ouais. Et en fait, des fois, tu as des choses où tu as besoin de ceux qui réalisent comme ça que, en fait, l'adulte, je leur dis souvent, on est des humains et en fait, je suis juste plus âgée que vous. Donc forcément, j'ai vu plus de choses. Il se trouve qu'en plus, j'ai eu l'occasion de voyager, donc voilà. Mais des fois, tu as des petits qui ont plus voyagé que certains adultes, par exemple. Les enfants qui sont de familles de binationalité, qui parlent deux langues, il y a plein d'adultes enseignants qui parlent pas deux langues. Donc, de toute façon, on est confronté à ça, en fait, à des enfants qui ont une double culture, dont une que tu connais pas. Donc, forcément, on sait tous plein de choses, en fait. Du coup, on a fait un voyage presque immersif au sein de ta façon d'enseigner. J'imagine qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Là, j'ai des questions qui vont toujours rester dans ce sujet-là, mais qui vont plutôt être périphériques. Donc, du coup, est-ce que tu as des choses que tu voudrais rajouter quant à ta façon bah, voilà, de gérer ta classe, de vivre ton métier et de t'adresser à tes élèves? En fait, je dirais juste que j'avais envie de montrer qu'en fait, dans un cadre très académique, dans l'école publique, en fait, c'était possible. Je me suis posé à un moment la question de partir dans le privé. Déjà, les classes spécialisées, j'ai un petit peu de mal parce que je me dis qu'en fait, on doit tous vivre les uns avec les autres. C'est toujours le même principe. Donc, je n'ai rien contre le fait que des parents mettent des enfants HPI dans des classes pour HPI parce que des fois, ça peut être très compliqué et que l'école répond pas du tout aux besoins et tout ça. Mais dans l'absolu, pour moi, c'est à éviter puisque ces enfants, il faut qu'ils apprennent à vivre avec les autres. Ils vont, sauf si le, le, la décision, c'est qu'ils vivent entre HPI toute leur vie, mais il y a peu de chance. Donc à un moment, il va bien falloir qu'ils s'acclimatent avec d'autres enfants, d'autres ados, d'autres adultes. Donc déjà ça, sur le principe des classes spécialisées où il y a que des enfants comme ci ou comme ça m'attire pas plus que ça. Et après, j'ai un autre très gros problème, c'est qu'en fait, toute cette aide de connaissances personnelles, en fait, elle a un coût. Et donc, elle n'est pas accessible à tout le monde. Et il y a des enfants qui n'iront jamais passer un test de QI parce que des adultes parce qu'ils n'auront pas les sous des ados. Il y a des enfants qui n'iront pas voir de psychopraticien ou de coach parce qu'il n'y a pas les sous. Il y a des parents, c'est même pas un sujet en fait pour eux. Et donc je me dis à un moment, il faut aussi qu'on reste à quelques-uns dans le public à faire ce boulot-là qui est fait à l'extérieur pour aussi toutes ces familles qui n'y auront jamais accès sinon en fait. Et moi, j'ai vu des enfants qui étaient promus à des avenirs en IME, en institut médico-éducatif, et qui en fait, je pense, étaient des HPI, mais bouffés par plein d'autres choses, et que
je leur ai permis de rester dans le système banal, en fait, sans être mis au rencard. Donc, je pense qu'on a eu la chance de se rencontrer tous les deux, parce que je lui ai apporté beaucoup et il m'a apporté beaucoup aussi sur ma pratique. Mais voilà. Donc après, il faut apprendre à composer, parce qu'effectivement, comme je te disais tout à l'heure, l'emploi du temps, ça saoule un peu, les progressions, ça saoule un peu. Les programmes, non. Enfin, les programmes, de toute façon, il faut bien qu'ils apprennent des choses. Donc à un moment, je trouve que c'est des fois un peu tôt, l'histoire, même en CM1, parce que je trouve que t'as pas une conscience, c'est compliqué pour les enfants, l'histoire, en fait, parler de la préhistoire alors que t'as 10 ans ou 9 ans. Bon. Je pense pas que ça ait beaucoup de sens, mais voilà. Qu'on fasse pas d'écrit sur les langues étrangères en CP en CE1, je trouve ça absurde parce que je pense qu'il faut faire de l'écrit de tout petit parce que c'est des éponges et que voilà. Donc il y a des choses dans les programmes qui me plaisent pas, mais je pense qu'après le reste, il y a plein de choses hyper faciles à mettre en place, aussi bien matériellement pour soulager des choses ou des tensions avec les élèves, et qu'en fait on peut très bien composer avec les programmes qu'on a. C'est juste une autre manière de présenter les choses. Et franchement, en vrai, une année, parce que je fais des trucs, je m'amuse chaque année, pour la Saint-Valentin, j'avais fait une fleur avec des cœurs. Et en fait, on a fait la dictée de mots dans les cœurs, un mot par cœur. Ils ont adoré, tu vois. En fait, et c'est rien, c'est tellement rien. En fait, à faire, j'ai fait ma dictée. Ils avaient appris leurs mots, on n'a rien changé. On a fait ce qu'on avait à faire, le programme, il est fait. Et en fait, finalement, ça a été mieux réussi que si ça avait été dans les lignes du cahier. Donc, et on le sait pourquoi, toi et moi, c'est parce qu'il y a du plaisir dedans. En revanche, je vais pas les couper du cahier parce que je suis lucide sur ce qui se passe après et que voilà. Mais du coup, apporter ça de temps en temps, si j'appelle ça les paillettes moi en classe, apporter ça de temps en temps pour changer. Voilà, je vais dire tiens demain vous amenez pas les cartables, mais par contre vous laissez votre cahier, votre trousse. Donc en fait on fait la même chose parce que le matériel il est déjà en classe, mais juste c'est tellement un bonheur pour eux de venir. Ils ont l'impression de, je sais pas, d'aller sur la lune, hein, de venir à l'école sans cartable, qu'en fait ils sont hyper au boulot parce que déjà ils ont l'impression qu'ils vont jouer tout le temps. En fait non. Et puis c'est un truc pas comme d'habitude. Et après, bah, voilà, pendant une semaine, 2 semaines, tu fais rien de particulier. Et puis boum, tu reprends un truc la fois d'après. Et allez, ça y est, on est reparti. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire, même avec des programmes cadrés, avec un emploi du temps cadré. C'est juste sa petite folie à soi, en fait, qu'il faut mettre dedans. C'est très beau là ce que tu viens de partager, et notamment pour un truc que je me permets de mettre en avant, c'est en fait la complémentarité entre la routine et le fait de casser la continuité. Je reviens presque au début de l'interview où c'est la période de confinement qui t'a permis de prendre la mesure en fait de bah voilà ta sensibilité et de comment ça pouvait changer ton rapport à toi et aux autres. Et donc c'est casser la continuité là en l'occurrence c'était pas volontaire de ta part mais tu t'en es saisi pour faire quelque chose pour toi. Et en fait la routine ben dans la pédagogie c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, qui va permettre aux enfants d'avoir des repères, de pouvoir être en confiance, en sécurité dans un cadre, mais aussi casser la continuité de temps en temps comme tu viens de l'évoquer, ça peut être justement un trésor aussi de découverte de soi, aussi petite soit-elle. Euh, et donc, comme ils sont très plastiques à ce moment-là, ça peut être intéressant aussi d'avoir des petits cassages au sein d'une routine bien instaurée, bien sécurisante, d'avoir des petits cassages de routine, de continuité, juste sur des petits trucs pour pouvoir faire germer des possibilités. Ouais, exactement. Exactement. Et de faire place à l'imprévu et de pouvoir oser, et de sortir de sa zone de confort et de changer et de se dire que c'est pas. C'est pour ça que je te dis que c'est cadre rassurant. Les règles, c'est compliqué parce que la règle, elle est un peu immuable, quoi. Tu vois, une fois qu'elle est Ouais. là, c'est la règle, quoi. Alors que quand tu mets des cadres, en fait, ils peuvent être évolutifs, ils s'adaptent à la situation et à ce moment-là, je trouve qu'on se construit et on grandit ensemble avec ça. Hmm. T'as déjà évoqué un petit peu ça, mais je voulais savoir comment les élèves vivent-ils le fait d'arriver dans ta classe puis de repartir de ta classe en fin d'année. Comment ça se passe? Et ben alors c'est très différent en fonction de des classes que j'ai, si les parents me connaissent, si les parents me connaissent pas. Là par exemple, comme j'avais eu des CE1 que j'avais suivi en CE2 et que je suis retournée en CE1, je pense que les parents de CP en général ne me connaissaient pas. Donc en fait et les enfants peu aussi parce que j'étais à la récré des grands, enfin bon. Donc en fait, ils arrivent,
ils arrivent comme ils arriveraient dans n'importe quelle classe. Après, ça est arrivé que des années, tu vois, par exemple, l'année d'avant, j'avais suivi ma classe. Donc là, c'est un peu bonheur sur terre, quoi. En septembre, c'est les retrouvailles et tout, avec des élèves dès le mois de septembre qui me demandent si je vais les garder en CM1 l'année d'après. Et là, cette année, ils me demandent si je fais CM2 l'année d'après pour qu'ils puissent revenir, tu vois, chez moi d'une manière ou d'une autre. Donc, franchement, ils s'acclimatent vite parce que je pense que je fais tout pour qu'ils se sentent bien. Et après, t'en as qui sont déjà très contents de venir. Parfois, quand j'ai des petits frères et petites sœurs aussi, des grands que j'ai eus, qui sont très contents d'arriver dans ma classe, c'est assez marrant. Et le départ, écoute, de ce qu'ils disent, ça les saoule un peu, forcément, parce qu'ils préfèrent rester. Mais je les trouve justement chargés de bonnes choses pour pouvoir attaquer. On en parle beaucoup aussi. Donc c'est très compliqué avec les enfants très atypiques. Parce que eux, ils commencent à te saouler dès le début du mois de mai parce qu'ils angoissent déjà à l'idée de ne pas t'avoir l'année d'après. Donc, par exemple, ces enfants-là, c'est des enfants à qui je présente leur maître et leur maîtresse avant les grandes vacances pour qu'ils stressent pas trop pendant 15 jours. Et je le fais qu'avec ces enfants-là et j'explique aux autres que eux, ils sauront pas parce qu'en général, ils savent pas, mais que à ces enfants-là, je vais le dire. Donc là, l'année dernière, je l'ai fait avec 2 élèves que j'ai emmené voilà voir leur maître de l'année d'après. Euh, mais sinon, écoute, ça se passe. C'est comme si les enfants qui vont bien, en fait. Voilà, on est un petit peu triste, et puis en même temps, moi j'ai des classes de petits, donc je sais qu'on va se revoir les années suivantes, en fait. Chouette. Et je me demandais aussi un aspect non négligeable finalement, et tu l'as évoqué déjà un tout petit peu, mais avec la relation avec les parents d'élèves, comment ça se passe? Est-ce que tu as des moments où ça coince en fait avec les parents parce que c'est atypique ce que tu proposes? Alors, je pense que ça a dû coincer. J'ai plutôt des très bonnes relations avec les parents d'élèves. Après, je me sens pas agressée par les parents d'élèves non plus. Donc, forcément, je ne les agresse pas. J'ai fait, alors maintenant c'est pareil, c'est comme les inspections en fait. Quand tu fais ton premier rendez-vous avec les parents, quand tu le fais en conscience, tu sais plus ce que tu dis en fait aussi. C'est pareil, donc c'est plus simple de faire passer les messages. Je leur parle de bien-être, je leur dis que je vais faire des choses peut-être un peu différentes qu'il y a dans les autres classes, mais qu'il faut qu'ils me fassent confiance, qu'ils n'hésitent pas à venir me voir s'ils ont des questions, tatati tata. En général, ça va assez vite parce que comme leurs enfants sont contents de venir en classe, ça suffit déjà à beaucoup de parents pour avoir un bon relationnel avec toi. Leur problème, souvent, quand ils viennent te voir, c'est il veut pas venir, il pleure, il a mal au ventre, machin. Quand tes enfants ils sont contents de venir, les parents ils sont déjà tellement contents que souvent on t'embête pas trop. Et les rares fois où ça n'allait pas, c'est-à-dire que tu veux exposer quelque chose à un parent qui n'est pas dans l'écoute ou alors qu'il est dans le déni du comportement de son enfant, en fait j'arrête l'entretien. Ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois de dire à un parent, écoutez, je crois que vous entendez pas ce que je veux vous dire. C'est ok, voilà. En revanche, moi j'ai des enfants à la maison et donc on va chacun rentrer chez nous. Et moi je vais arrêter de prendre du temps pour votre enfant parce que je le fais déjà la journée et je vais aller m'occuper des miens et je m'en vais. Et en fait, en général, c'est ses parents qui me ressollicitent après en me disant oui, vous aviez raison, Lily. Ok. Mais voilà, et c'est ça aussi, se mettre des limites, tu vois. C'est-à-dire que moi, un parent, il peut pas entendre. C'est pas, je vais pas le marteler. Si je sais que c'est des parents qui ne s'occupent pas du tout de leur enfant, je vais pas les appeler à chaque fois que leur enfant fait une bêtise. Ça ne sert à rien. De toute façon, ils sont pas investis. Donc, par contre, je peux dire aux enfants, ouais, t'as pas de chance. Bon, bah toi, tu fais partie de la catégorie dont les parents s'occupent pas. Et ben, il va falloir que tu grandisses comme ça. En vrai, voilà. Tu peux te lamenter toute ta vie, en fait, mais il y a un moment, c'est comme ça. Et oui, il y en a qui ont de la chance, leurs parents, ils ouvrent leur cartable, ils regardent chaque cahier, et il y en a. Toi, non. Donc, il va falloir faire autrement. T'as pas quelqu'un qui te fait réciter tes leçons. Donc, tu vas pas ne pas faire tes devoirs. Il faut que tu apprennes autrement. Donc, j'essaie aussi d'être très transparente avec mes élèves, toujours pareil. Oui, on n'est pas, ils sont pas tous égaux, hein, face au travail, face à l'école, face à l'implication des parents, face à tout ça. Mais en même temps, comme je te dis, mon boulot c'est pas de changer les parents. Donc, des fois, Ben, merci pour cet éclairage-là. Et enfin, la dernière question, mais qui n'est pas des moindres, comment tes collègues accueillent-ils ta façon d'enseigner? Comment ça se passe avec tes collègues? je pense que c'est un petit peu déroutant au début. Voilà.
parce que j'ose des choses qu'ils oseraient pas forcément. Après, il y a des collègues avec qui ça se passe très très bien, qui sont intéressés, avec qui on échange et avec qui fondamentalement on a la même manière de travailler. Parfois, je vais peut-être un peu plus loin dans le délire, mais on a la même manière de bosser. Après, moi, je m'inspire aussi de ce que font mes collègues, bien évidemment. Donc, c'est un échange de bons procédés. Moi, je suis pas là pour donner la bonne parole. Je dis juste que moi, je fais ça, on peut faire ça. Je leur parle de l'hypersensibilité, je leur parle des atypies pour que, voilà, les mettre un peu au courant. On fait des choses en collaboration ensemble. Et puis, des fois, ils veulent pas aller plus loin et je comprends parce que des fois, je fais des choses, mais ça fait plus de 20 ans que j'enseigne. Donc, forcément, si ça fait 5 ans que t'enseignes, c'est pas la même démarche. Après, j'ai la chance d'être dans l'école où je suis, d'avoir trouvé une super binôme, mais j'ai toujours trouvé une super binôme. Et en fait, on se complète beaucoup. C'est-à-dire que moi, j'adore créer. Elle a moins le temps parce que ses enfants sont plus petits que les miens. Donc, du coup, c'est moi qui m'occupe un peu du côté un peu créatif. Elle s'occupe du côté un peu plus administratif qui, moi, me gonfle comme il faut. Mais en même temps, on conçoit tout ensemble, toutes les deux. Donc, tu vois, c'est vachement intéressant parce que moi, par exemple, ça me décharge de tout le calendrier des réunions. En fait, c'est-à-dire que c'est elle qui m'envoie, c'est comme Doctolib, hein. Elle m'envoie un petit message en me disant demain il y a une réunion demain midi. Parce que moi et j'enlève tout ça de ma tête en fait, tout ça ça et je sais pas tenir un agenda, donc ça j'ai jamais su. Tous les ans presque je réessaye mais je sais pas faire. Donc du coup on se complète, donc ça c'est vachement important. Puis après t'as des gens qui c'est pas possible pour l'instant. Alors t'as soit des enseignants très bien mais qui ont une pédagogie complètement différente et comme ça. Puis après, t'en as qui sont même dans le refus. Mais en même temps, c'est pareil. Avant, je passais un peu de temps à essayer de les convaincre à m'énerver. Maintenant, non, non. Je continue à faire. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion de prouver que ça marchait. Donc, voilà. En fait, tant que j'ai quelques personnes avec lesquelles je peux travailler, parce que j'aime beaucoup travailler en équipe, après le reste, ça m'est un peu égal, en fait. Ok. Merci pour ta réponse.